capacité d'envahir militairement Taïwan, la pression monte quand même, et ça fait partie des événements, effectivement, qui font monter la pression. Écoutons aussi Pierre-Henri Chuet, vous êtes avec nous, merci beaucoup, ancien pilote de chasse, ancien pilote de Rafale. Évidemment, votre expertise est capitale pour comprendre ce qui est en train de se passer. Je rappelle la nouvelle capitale, l'avion a été abattu, l'avion espion chinois dans l'espace aérien américain. Vu du pilote, comment a pu se mener, on aura plus de précisions là dans les minutes et secondes qui viennent, cette opération? Alors c'est pas une opération facile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cœur de domaine d'emploi normalement de la défense aérienne. On est généralement entraîné à intercepter des avions, mais là un aéronef à si haute altitude, eh bien ça a son lot de problèmes, hein, faut appeler un chat, notamment autour de l'emploi de l'armement. Savoir en termes de volume où notre armement peut retomber, d'impact au sol, quels impacts ça peut avoir. Donc c'est beaucoup de travail en amont de préparation pour essayer de définir un axe, un cap de tir, une attitude de tir de manière à minimiser les risques pour les personnes au sol. Si c'est au-dessus de la mer également, faire évacuer la zone au niveau des bateaux. Donc c'est beaucoup de travail de préparation parce qu'il n'y a pas le droit à pas droit à l'erreur, pas droit à l'échec. Il faut s'assurer que les personnes au sol n'aient aucun risque encouru. Et dès qu'on utilise de l'armement, forcément, ça peut avoir un impact. Tout va tellement vite, vous étiez aux commandes Rafale, si on fait la comparaison avec ce qui se passerait dans le ciel français, il faut combien de minutes entre le moment où le chef des armées dit abattez l'aéronef et le tir? Alors ça va dépendre de où nous sommes. En France, on a la chance d'avoir la PPS, donc c'est des avions de chasse qui sont prêts à décoller sur alerte à plusieurs endroits en France et qui, en l'espace de quelques minutes, peuvent décoller, passer le mur du son, aller intercepter un avion. Dans ce que l'on voit au niveau des images là aux États-Unis, eh bien, il y avait déjà des avions prépositionnés avec notamment des avions ravitailleurs. Donc, ils étaient prêts. L'armée s'était dit on va être prêt. S'il y a décision du président, on pourra opérer et opérer sous quelques minutes. Donc, ça fait déjà plusieurs jours que ce ballon est là. Ils ont sûrement pu anticiper ce qu'on appelle la passe de tir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour détruire ce ballon en fonction de l'objectif. Est-ce qu'on veut qu'il descende doucement? Est-ce qu'on veut qu'il explose d'un coup? Donc il y a pas mal d'études à faire. Et ensuite, une fois qu'on est sur place, les États-Unis ont beaucoup d'avions. Ils peuvent assurer plus ou moins une permanence avec leurs avions de chasse à côté du ballon. Et au moment où le président donne l'ordre, on est en train de parler de quelques minutes. Hein, ça peut aller très très vite pour que le feu soit ouvert. On rappelait tout à l'heure l'exemple du 11 septembre où la chasse américaine devait être prête à abattre des avions. Il y a eu d'autres cas où ça a été le cas. Vous dites ici donc que c'est un espace de quelques minutes qui est nécessaire seulement. Oui, et j'ai envie de dire heureusement, les avions se déplacent assez vite. Donc quelques minutes, si la situation, comme dans le cas du ballon, a pu être un minimum anticipée. Sinon, ce sont quand même des chaînes décisionnelles qui vont très vite. Je ne vais pas pouvoir vous donner, en fonction du cas, exactement le temps, et puis même, j'ai pas le droit. Mais blague à part, ça peut aller très très vite. Et dans un cas comme ça, où la décision peut tomber, j'ai presque envie de dire, c'est la responsabilité, le devoir de l'armée américaine d'être prêt à intervenir en l'espace de quelques minutes dès que le décideur en a donné l'ordre. Ça fait partie du métier de militaire. D'un point de vue vraiment très technique, quelles sont les options qui s'offrent, vous étiez pilote de Rafale, mais aux pilotes de F-16 américains ou d'autres avions américains pour frapper le ballon? Donc là, les options sont quand même assez limitées. On est sur la très haute altitude. Il y a en gros deux grandes familles d'armements qui vont pouvoir être utilisées, soit des missiles RR depuis un avion, soit le canon. L'avantage du canon, c'est que c'est du tir vraiment basique. Donc là où vous visez, les obus vont aller. Et je pense que face à une cible comme ça, le canon serait sûrement le plus facile et également le moins onéreux. Si vous tirez un missile, il y a deux grandes familles de missiles RR utilisés par les États-Unis en ce moment. Les missiles infrarouges, qu'on appelle la famille des Ah. Fox 2, détectent une source de chaleur et vont dessus. Et les missiles qui ont un petit radar, qui détectent une source métallique et du coup vont aller cibler cette source-là. Si vous ne voulez pas prendre le risque que tout le monde filme un échec de tir missile, vous tirez au canon. Ça marche bien, ça fait ses preuves et ça peut également réduire le coût de l'interception. Ouais. Vous êtes resté avec nous, bien sûr. Ça rejoint exactement ce que vous disiez, Général Trinquant. Là, l'usage technique est très important. Oui, tout à fait. La solution canon qui est
expliqué par un pilote qui connaît naturellement mieux que moi les avions, mais c'est effectivement la solution la plus simple, parce que le ballon, il n'y a pas de masse métallique vraiment, il n'y a pas de source infrarouge, donc nos missiles qui sont assez perfectionnés, en fait, se trouvent un peu bêtes devant une cible pareille. Alors que le canon, c'est très simple, en fait. Alors, nous continuons de suivre cet événement en direct, donc ce ballon espion chinois, acte majeur de la part des États-Unis qui décident de l'abattre, avertissement du président des États-Unis disant nous allons nous en occuper, l'acte de tir qui a eu lieu il y a quelques instants. Monsieur Chuet, l'idée de préserver certains éléments du ballon pour avoir des preuves de l'espionnage chinois, même pour savoir ce qui a été espionné, est-ce qu'avec le tir au canon dont vous parlez, on peut préserver la partie, disons, métallique sous le ballon? Donc je pense que c'est effectivement avec le tir au canon que ça va être le plus facile de préserver cette partie. Après, dans l'idéal, je pense qu'il faut tirer un minimum, une toute petite rafale, essayer de faire un petit trou au niveau de ce ballon pour qu'il se dégonfle et qu'il puisse chuter Voilà. doucement et après pouvoir faire la récupération. Donc au canon, je pense qu'il est possible de récupérer quand même des morceaux, après avoir, lors de l'impact au sol, le nombre de jets, mais il devrait être quand même assez facile de savoir exactement quel type de capteur, de senseur était à bord grâce à l'interception. Alors, vous pilotiez un des avions les plus sophistiqués du monde, le Rafale, c'est un avion qui vaut 100 millions. En l'occurrence ici, les avions qui ont été utilisés, comment ça a pu se passer, si on peut reconstituer l'acte très précis où il tire au canon, comme vous dites? Donc je pense que sur le déroulé de ces plusieurs jours, dans un premier temps, il y a détection d'un ballon, décision donc d'identifier, hein, la défense aérienne, c'est on détecte, et ensuite derrière, on veut identifier, et souvent pour identifier, il faut intercepter. Donc décollage sur alerte d'avions de chasse, des F-22 Raptor, qui sont des avions furtifs de suprématie, de supériorité aérienne, ont été vus opérer autour du ballon ces derniers jours. Donc on y va à vue, on fait des photos, on rencontre à l'état-major. Au niveau des unités de combat, on réfléchit à comment détruire ce ballon si ça nous est demandé, destruction totale ou destruction pour après pouvoir récupérer des morceaux. On propose des plans aux décideurs, donc à notre chaîne hiérarchique qui va remonter ces options en fait jusqu'aux décideurs, donc au président Joe Biden dans le cas des Américains. Et ensuite, en permanence, on garde des avions proches du ballon pour pouvoir intervenir à n'importe quel moment, et également le surveiller tout simplement. Donc l'accompagner en permanence, comme ça se fait en mer. Hein. En mer, vous avez souvent, par exemple, quand il y a une frégate qui se rapproche des côtes, vous mettez une frégate de votre pays qui l'accompagne. Et comme ça, si à un moment, il se passe quelque chose de bizarre, vous pouvez rendre compte. Et également, si à un moment, votre décideur décide d'ouvrir le feu, vous avez anticipé, vous avez un plan d'action, vous n'avez plus qu'à le mettre en œuvre. Alors, sans livrer de secrets d'État, est-ce que c'est systématique que ça remonte jusqu'au chef de l'État? La question peut se poser, il y a des rafales en ce moment qui font la police du ciel, notamment au-dessus de la Pologne, et régulièrement on se dit s'il y avait un incident majeur, aéronef russe par exemple, qui déciderait? Alors souvent les militaires ne le disent pas parce que voilà, c'est de l'opérationnel de maintenant. En réalité, on sait que ça remonte en général jusqu'au chef de l'État. En réalité, ça va remonter très, très haut. Ce que je peux vous assurer, c'est que ça va remonter très, très haut. Et après, ce que je peux vous dire sans trahir de secret, c'est que souvent, ce qui va impacter le niveau décisionnel, c'est les risques de dommages collatéraux. Et dans un cas où, par exemple, il y a même un risque de dommage collatéral, ça va forcément remonter très, très haut. Maintenant, s'il y a très peu de risques, la décision peut par moment remonter plus bas. Dans le cas de l'interception d'un avion ou d'un aéronef au-dessus du territoire national, vous doutez bien qu'il faut sûrement que ça remonte assez haut. Et c'est un acte majeur et donc ça va être au niveau des top décideurs. Votre regard plus général sur la crise majeure à laquelle nous assistons, est-ce que pour vous, en fonction de l'expérience que vous avez, de ce qui vous a été rapporté par d'autres pilotes, que vous avez entendu, est-ce qu'il est courant que des avions espions de cette sorte circulent dans l'espace aérien ici américain, mais peut-être français, européen, etc.? Absolument pas. J'ai presque envie de dire pour les Américains, c'était plutôt eux qui ont un petit peu inventé le concept. Si on regarde les U-2, les SR-71, aller faire de l'espionnage avant que les satellites puissent vraiment fournir de bonnes images, c'est plutôt eux qui ont développé cette expertise. Et donc là, c'est un petit peu de la part de la Chine un signal assez fort qui est que nous aussi, nous pouvons venir au-dessus de votre territoire. Mais je pense, si on prend un petit peu de recul par rapport à la situation géopolitique mondiale, ça montre aux citoyens américains et aux Occidentaux de manière générale la difficulté de protéger un espace aérien.
Il est très facile de critiquer, par exemple, les Russes ou même les Ukrainiens en disant que c'est facile de s'introduire dans leur espace aérien. Là, ça montre à tout le monde que protéger un espace aérien, c'est compliqué, ça demande des moyens et aucun espace aérien n'est vraiment inviolable. Il faut, oui, on peut détecter, identifier, mais il faut savoir qu'un espace aérien, c'est compliqué à défendre. Et là, on a la preuve en image, je presque envie de dire malheureusement. Restez avec nous, Pierre-Henri Chuet. Ce que dit le pilote ici est extrêmement intéressant. Beaucoup minimisé, certains experts minimisé dans un premier temps en disant oh, c'est courant, etc. Non, là, visiblement, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans le ciel qui, hormis la réaction américaine, en soi, dès le départ, est très particulier. Hein. Oui, alors il y a beaucoup d'exemples de tutoiement des règles. Vous savez, quand tu dis tutoiement des règles, on voit en Europe, par exemple, des avions russes qui sont pas très loin des limites, des bateaux qui font la même chose, des sous-marins qui font la même chose, donc ils vont pas très loin. Mais là, c'est carrément, il a traversé les États-Unis, quoi. Le ballon a traversé les États-Unis. Et donc, dans le cadre des États-Unis, l'inviolabilité du ciel américain, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que le président américain, lui, tout de suite, a voulu montrer que c'est lui qui donnait les ordres. Et d'ailleurs, d'une façon très simple, très réduite, hein, en disant on s'en occupe. L'air de rien, ça veut dire l'armée de l'air américaine, elle est capable de faire. Et moi, je n'ai qu'à dire oui ou non en fonction des options qui me sont présentées. Alors, je rappelle l'information, donc le ballon espion chinois a été abattu sur décision du président des États-Unis dans l'espace aérien américain, le regard du militaire, le regard du pilote avec Pierre-Henri Chuet. Merci à vous aussi d'être avec nous. Et puis, vous nous rejoignez, ambassadeur Blanche-Maison, bonsoir, parce qu'il y avait une dimension diplomatique majeure, la crise, là vraiment ouverte avec un acte d'hostilité très important de la part de la Chine et une réponse d'ordre militaire très hostile aussi de la part des États-Unis d'Amérique. Je crois que l'opinion publique américaine a été un peu chauffée au cours de ces dernières heures et ces derniers jours, et que le gouvernement, enfin l'administration du président Biden, finalement, avait pas d'autre choix que de faire quelque chose. Elle ne pouvait pas rester comme ça, les bras ballants, en attendant que l'aéronef en question tombe quelque part, ou dans la mer probablement, avec peut-être des difficultés pour récupérer le matériel qui est dedans. Je crois aussi que du point de vue de la politique intérieure américaine, c'est une bonne affaire pour l'administration Biden, parce qu'il y a un consensus entre les républicains et les démocrates sur le fait qu'il faut être très attentif à la Chine et même s'attaquer au problème chinois, qui est un rival systémique, un danger pour les États-Unis. Et là, l'administration montre qu'elle ne fait pas preuve de faiblesse, qu'elle agit. Dans l'histoire des puissances, on se rappelle la crise des missiles de Cuba, on se rappelle d'autres moments où l'acte de la preuve est très important. Une puissance doit montrer qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Là, c'est exactement ce que font, à cette échelle, les États-Unis. Tout à fait. Alors là, l'enjeu, évidemment, est bien moins important que dans l'affaire de Cuba, puisqu'il s'agit de donner une leçon, en fait, aux Chinois sur des pratiques d'espionnage qui sont condamnables et en tout cas un peu insultantes pour l'armée américaine, pour les services de surveillance américains. Donc je crois que la réponse là est très adaptée. Elle a d'ailleurs un petit peu tardé. Il y a probablement eu pas mal de réflexions. Il y a eu un flottement. Un petit peu de flottement. Ça aurait pu intervenir un peu plus tôt. Mais la décision a été prise, et c'est l'essentiel. C'est fait l'objet d'un consensus avec les républicains. Et les Chinois vont évidemment prendre la leçon. Ils vont avoir aussi à faire un peu de ménage chez eux, parce que reste à savoir qui a donné cet ordre d'envoyer ces ballons. Et en Chine, quand il y a un lavage de linge sale, ça a d'autres conséquences pour ceux qui sont lavés, si j'ose dire. Le linge sale, pardon de la brutalité du mot. Vous êtes toujours avec nous, Monsieur Chuet. Vous avez vraiment le regard du spécialiste, du pilote de Rafale. Très intéressant point sur le timing relevé par l'ambassadeur Blanche-Maison. Est-ce que les Américains ont été surpris? Est-ce que, selon vous, ils ont mis du temps eux-mêmes à se rendre compte qu'il y avait dans leur espace aérien cet objet qui les menaçait, ou en tout cas qui menaçait leur information? Alors, pour être très honnête, je ne pourrais pas vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où il a été détecté par un Cessna Citation, donc c'est un avion civil qui, au niveau de vol 410, a annoncé sur la fréquence radio qu'il y avait cet objet apparemment aux alentours de 15 000 mètres d'altitude. À partir de ce moment-là, c'est documenté. Il y a eu avions de chasse et avions ravitailleurs qui ont été quasiment en permanence avec. Donc, à partir du moment où la volonté politique a été présente de pouvoir le surveiller, ça a été fait. Après, en amont,
Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, ça serait que de la spéculation. Il semblerait que le ballon ne soit pas si haut que ça. Donc on dit à partir de 20 km d'altitude, à partir du niveau 660, ce n'est plus de l'espace aérien contrôlé. Souvent, les radars sont là pour regarder jusqu'à une vingtaine de kilomètres d'altitude. C'est plus difficile de voir au-dessus, mais les Américains ont quand même des moyens assez avancés, surtout également du côté de l'Alaska, par là où il arrive, puisqu'ils ont toute leur veille pour voir arriver d'éventuels missiles nucléaires. Donc je pense qu'il est peu probable qu'il n'ait pas été détecté initialement, après qu'il n'y ait pas eu la volonté de la compagnie en permanence, qui est chère en ressources accessoirement. Initialement, c'est possible. À partir du moment où ça a été médiatisé, l'armée de l'air américaine était obligée d'être prêt à intervenir à tout moment. Comment un tel objet, je rappelle qu'il est grand comme 3 autobus, peut échapper plus tôt que ça, avant que le Cessna le repère, peut échapper à la surveillance du ciel par les Américains? Alors, s'il a échappé avant, je pense que la première raison possible, ça serait à cause des radars qui justement ne regardent pas dans à cette altitude-là. Ça serait sûrement la raison la plus possible. En tout cas, tous les radars ne sont pas faits pour surveiller ces altitudes-là. Ensuite, la deuxième raison, eh bien, c'est que le ciel est grand, le Pacifique est très grand. Au niveau des distances à couvrir, hein, il faut quand même se rendre compte que l'un espace aérien, c'est absolument gigantesque, c'est comme la mer. Il faut énormément de moyens pour pouvoir en permanence détecter des ballons qui se trouveraient à des altitudes pas forcément où on pourrait attendre un objet volant à identifier. Est-ce que on surestime au fond, y compris pour la France, la capacité à contrôler la totalité de l'espace aérien? On voit que la question se pose en Ukraine en ce moment, elle se pose dans d'autres régions d'Europe et visiblement aux États-Unis même, première puissance de l'univers, le contrôle permanent absolu de l'espace aérien, c'est un leurre? Alors, je dois faire attention aux mots, mais absolu, oui. De manière générale, je pense que le général sera d'accord avec moi. Dans l'armée, une fois qu'on a fait la guerre, s'il y a bien une chose sur laquelle on a une certitude, c'est que on est sûr de rien. Je pense qu'avoir une très bonne représentation de ce qui survole son espace aérien, une très bonne détection, c'est possible. Maintenant, honnêtement, si je devais donner un pourcentage, je dirais que les Américains doivent être à 98-99%. Ils ont beaucoup de moyens, mais être à 100% dans la détection, ça me paraît compliqué. Il y a des avions furtifs, il y a des phénomènes météo locaux, des fois, qui peuvent cacher ou refléter les ondes radar. Il y a une multitude de choses qui fait que être hermétique à 100%, de l'armée que j'ai connue, de la technologie que j'ai connue qui est encore en service, pour moi, c'est extrêmement compliqué, effectivement. Expliquez-nous, messieurs, je rappelle, il y a le pilote, il y a le militaire et il y a le diplomate, la pesée d'intérêt que Joe Biden a dû faire, c'est-à-dire, est-ce qu'il avait le choix au fond? Est-ce qu'il pouvait s'arranger avec les Chinois, trouver une solution, disons, diplomatique un peu négociée? Il y a eu un flottement, donc il y a eu une pesée d'intérêt. Non. Comment est-ce qu'il a fait? Non, mais comme l'expliquait très bien tout à l'heure le pilote, il faut présenter des options. Ah. Dire, dès que vous identifiez le ballon, on vous dit, Monsieur le Président, le ballon, il est probable qu'il puisse naviguer pendant des jours comme ça. Donc vos options, c'est le détruire. Si vous le détruisez, voilà les risques. On parlait en particulier des risques collatéraux. Hein. Ça tombe sur une ville, il y a un problème, etc. Et donc, on met toutes ces options. Et là, probablement, puisqu'on a attendu qu'il soit sur la côte Est, on a attendu la meilleure option. C'est-à-dire la meilleure option, c'est que ce soit sur la côte Est, et à ce moment-là, pas de problème, on le détruit, et en plus, on va pouvoir probablement récupérer des éléments. Voilà. Écoutons tout de suite les précisions d'Axel Monnier. Vous êtes avec nous en direct, correspondant aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on sait, Axel Monnier, de la chaîne de décision, de ce qui s'est passé là, ces dernières minutes, au moment où l'avion a été abattu? Où le ballon, a été abattu. Tout a commencé ce matin. On savait qu'il y avait peu de doutes sur l'issue pour ce ballon espion lorsque Joe Biden a répondu à des journalistes présents autour de lui qu'il allait s'occuper de ce ballon espion. Dans la foulée, on a appris très vite en début d'après-midi que les Américains avaient décidé de fermer 3 aéroports situés tous les deux en Caroline du Nord et du Sud. Et tout l'espace aérien a ensuite très vite été fermé sur ce secteur. Il a fallu attendre de longues minutes parce que les Américains, comme ils le font depuis le début, ne voulaient prendre aucun risque pour les civils. Ils ne voulaient pas abattre ce ballon espion au-dessus d'une ville, par exemple. Donc ils ont attendu que ce ballon sorte. On était à peu près au niveau de Myrtle Beach, qui est au nord de la Caroline du Sud, pour être très précis. Et donc le ballon a ensuite été abattu. L'ordre a été donné lorsqu'il était au-dessus de l'Atlantique. C'était quelque chose qui était très attendu et très précis pour les Américains ce matin.
Axel, le vent coupe beaucoup votre micro. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous tourner de telle manière que le vent coupe un peu moins votre micro, mais qu'on comprenne bien sur le scénario, qu'est-ce qui peut se passer là maintenant dans les prochaines minutes ou les prochaines heures? Ben, c'est vrai que ce qui est très étonnant, c'est le fait que les Américains aient attendu ce ballon espion. Il a finalement traversé l'ensemble du pays, s'est parfois approché de quelques sites sensibles, notamment dans le Montana, des sites nucléaires. Et maintenant, il va falloir guetter la réaction chinoise, évidemment, savoir comment les Chinois vont réagir à cette décision d'abattre ce ballon espion. Surtout, on le sait, les Américains, en fait, n'ont jamais cru à l'excuse qui a été donnée par la Chine. Ils estiment que ce n'est pas un ballon météorologique qui s'est perdu, qui a dérivé au-dessus du continent américain. Non, pour eux, il s'agit bien d'un ballon espion. Ils l'ont confirmé. Ils ont donc pour cela surveiller chaque seconde de l'itinéraire de ce ballon espion. Et maintenant, il va falloir savoir effectivement si la Chine estime que c'est un acte de guerre, une provocation, ou simplement la logique si effectivement ce ballon a dérivé, qu'il n'avait rien à faire au-dessus de l'espace aérien américain. Est-ce que la Chine peut estimer que c'est normal que les États-Unis l'aient abattu? Ça va être difficile et on va voir quelles seront les suites à donner. Comment ça va se passer aussi pour le voyage d'Anthony Blinken? Il a été annulé, il a été en tout cas reporté sine die, nous disait-on. Est-ce que ça veut dire qu'on peut estimer que dans les prochaines semaines, disons, ce voyage soit à nouveau d'actualité? C'est pas facile de l'estimer. On va voir en tout cas dans les prochaines heures. Il va sûrement se passer beaucoup de choses ici à Washington. Axel Monnier, merci beaucoup. Que dit le droit de la guerre général? J'imagine que les Américains là sont dans leur droit le plus absolu, c'est leur ciel. Totalement, c'est leur ciel. Il n'y a aucun doute à avoir. Ils ont parfaitement le droit de le détruire. Les Chinois ne peuvent qu'être maris d'avoir été pris la main dans le sac. Quant au voyage de M. Blinken, je rappelle qu'il a été reporté parce qu'il ne fallait pas qu'il se passe dans un moment d'incertitude. C'est-à-dire le ballon est là, on discute, on parle de quoi, etc. Là, le ballon est détruit. Donc peut-être attendra-t-il d'avoir les résultats de ce qu'on trouvera comme instrument sur le ballon. Bon, là, on a quand même là... Oui, pardon, je vous interromps. Non, mais voire même, s'il veut être dans la diplomatie un peu brutale, arriver avec quelques éléments en disant aux Chinois, voilà. Mais je vois l'ambassadeur qui n'est pas d'accord, mais sur la diplomatie, parfois, il faut être un peu ferme. On a quand même deux actes majeurs, parce que d'abord, reporter une visite à ce niveau-là, c'est un acte très, entre guillemets, violent dans la diplomatie. C'est le signe qu'on pensait à Washington que ça pouvait être grave. Ouais. Il n'était pas question de risquer que Blinken se trouve à Pékin dans cette période pour régler le problème. Donc, dès le début, il y a eu cette perception quand même. Et abattre le ballon, ça aussi, c'est un acte délibéré, de fermeté extrême là aussi. Et les Chinois perdent la face. Ils sont aventurés c'est un machin d'espionnage qui, dans le fond, leur paraissait astucieux parce qu'en effet, ça n'est pas l'espace, c'est l'espace c'est l'espace stratosphérique en réalité. Donc ils se sont dit que peut-être finalement, au-delà de 20 km de la Terre, ce serait difficile à repérer ou qu'on laisserait passer. Et puis voilà, la réaction est là et en effet, ils ont perdu la face. La main dans le pot de confiture en matière d'espionnage, quand c'est à ce niveau-là, que ce sont les grands États. Tout le monde sait que les États-Unis d'Amérique, sur le toit de leurs ambassades, par exemple, ont des moyens d'espionnage qui ne sont pas tout à fait loyaux. Mais enfin, on ferme souvent un peu les yeux. Les Chinois, y compris souvent, chez nous. Y compris chez nous. Voilà, l'ambassade, elle est là. Elle n'est pas loin de la Concorde. Chacun sait très bien ce qui se passe. Et c'est vrai pour beaucoup de puissances, mais en général, on modère un peu la réponse. Là, on y va plein pot. Oui, et on y va plein pot. Dans les deux sens. Hein. Mais d'abord parce qu'on a bien vu que ça a été une surprise le matin où toutes les chaînes ont découvert qu'il y avait ce ballon. Tous les médias sont emparés de ça. Et donc, naturellement, il fallait traiter le sujet. Vous ne pouvez pas laisser un sujet comme ça, j'allais dire flotter, dans le cas du ballon, sans s'en occuper. Donc, il fallait absolument le traiter. Ouais. Vous êtes toujours avec nous, Pierre-Henri Chuet. Là-dessus, sur la dimension, disons, de choc des puissances, comment est-ce que vous voyez le film des dernières minutes, des dernières heures? Je trouve que c'est très bien joué de la part des Américains d'avoir attendu que le ballon se retrouve au-dessus de l'eau, parce qu'au-dessus de la Terre, c'était très compliqué. Faire ce qu'on appelle dans le jargon militaire un blanchiment de zone, donc s'assurer qu'il n'y ait aucun civil dans le coin pour éviter les risques. Par contre, le point, j'ai envie de dire, où les Américains ont eu de la chance, c'est le fait qu'ils soient confrontés, pour la première fois où c'est médiatisé, à un ballon qui soit à une altitude où leur aviation de chasse peut intervenir.
par définition, les avions de chasse américains, ils montent à peu près jusqu'à 20 km d'altitude. Si vous envoyez un ballon à 70 ou 80 km d'altitude, eh bien là, le canon n'est plus une solution et c'est beaucoup plus compliqué pour les missiles d'aller intercepter à ces altitudes-là. Donc je pense que ça sert un petit peu de signal d'alarme ou de réveil sur entre 20 km et 100 km. La très haute altitude risque d'être une zone de contestation, d'affrontement, même en temps de paix dans le futur. Il est urgent de réfléchir et de donner des solutions aux décideurs pour pouvoir se prémunir d'actes comme ça dans le futur, mais peut-être à plus haute altitude, et donc là où les avions de chasse ne pourront plus intervenir. Le détail est toujours intéressant. Vous, les pilotes, vous avez souvent des checklists. Alors, pour les choses les plus simples, quand c'est un avion de ligne de bien pépère, mais quand il s'agit d'abattre un aéronef, il y a une checklist, c'est-à-dire il y a une sorte de protocole que vous avez vous-même appris. Oui, il y a des procédures pour absolument tout dans l'aéronautique. Si on veut s'assurer qu'en forte situation de stress, on réagisse bien, il faut être mécanisé, c'est le terme qu'on utilise, mécanisé pour mettre en œuvre l'armement, c'est comme ça que l'on dit. Et donc, il y a une multitude d'actions à accomplir dans l'avion. Dans un cas comme ça, la difficulté peut être peut-être le fait que le radar de l'avion risque d'avoir du mal à vous donner la distance par rapport au ballon. Et donc, on se retrouve peut-être démunis avec notre technologie et à devoir tirer, j'ai envie de dire, un petit peu à l'ancienne. Et c'est intéressant de noter que lors des années 60, les Américains avaient commencé à sortir des avions de chasse sans canon. Et pendant la guerre du Vietnam, ils se sont rendus compte qu'au final, les choses très rustiques, comme le canon, eh bien, ça peut faire la différence. Et on voit qu'en 2023, une crise comme ça, première crise, à ma connaissance, dans la stratosphère, va peut-être être réglée. Je dis bien avec le conditionnel, parce que je n'ai pas encore vu les images du tir, mais peut-être être réglée par du canon. Voilà. Là, on a un pilote de Rafale à 80 ou 100 millions qui fait l'éloge de la méthode rustique du canon. Je retiens là. Plus sérieusement, votre regard là-dessus, général? Non, mais alors, je suis tout à fait d'accord avec le Rafale, mais avec le Leclerc engin brillant, il faut savoir aussi tirer avec une perche jumelle et utiliser le millième. Hein. Je veux dire, on doit toujours s'entraîner à tous ces modes dégradés, parce que c'est vrai que nos matériels extrêmement perfectionnés peuvent être piégés par des choses comme ça. Un ballon, c'est pas vraiment une cible ni métallique, ni avec de l'infrarouge, ni rien du tout. Or, l'armement est prévu pour ça. Et donc, on se retrouve effectivement, j'allais dire, avec le jeu de fléchettes à la fin pour crever le ballon. Mais bon, il se trouve que là, c'est un canon, un armement sur l'avion. Alors, on ne sait pas exactement, on l'apprend là, chaque minute tombent de nouvelles informations, mais là, Monsieur Chuet, là, le protocole, s'il a été suivi, le protocole habituel, quel est-il, dans votre souvenir, le protocole d'action pour abattre un aéronef comme celui-là, en l'occurrence un ballon? Donc là, au vu des images, on a vu qu'il y avait 2 avions qui étaient, comme on dit, aux traînées. Donc on voyait des traînées de condensation à haute altitude. Ça veut donc dire qu'il y avait 2 avions de chasse aux alentours des 35 000 pieds, à peu près 12 000 mètres d'altitude, qui étaient en attente. À ce moment-là, ils sont armés missiles et canons. Ils ont ce qu'on appelle le cas de tir, donc la procédure qui a été réfléchie au niveau de l'unité pour obtenir l'effet militaire désiré. Donc sûrement une fuite lente du ballon et amener à ce qu'il descende doucement en tête. Ils attendent l'ordre qui va leur être passé par radio. Une fois que l'ordre est donné et que la zone, comme on dit, est blanchie, qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait un bateau qui soit touché ou un avion de ligne dans le coin, ils viennent s'axer pour faire la passe d'attaque. Passe d'attaque où vous devez respecter un certain cap, une certaine vitesse. Quand vous êtes autorisé à ouvrir le feu, on vient soulever ce qu'on appelle le master arm sur ces avions de combat, donc la sécurité armement. Vous sélectionnez le canon. Si le radar accroche, tant mieux. Sinon, comme disait le général, on fait à l'ancienne. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Et au moment où vous êtes à la bonne distance calculée, on parle de quelques centaines de mètres, ça peut être même un peu plus d'1 kilomètre à ces distances-là. Il y a des spécificités à cause de la très haute altitude. Vous ouvrez le feu. Ça risque d'être des obus de 20 mm avec les avions de chasse américains. Il ne faut pas appuyer trop longtemps parce qu'ils ont une très grosse cadence de tir. Ensuite, vous faites une ressource, vous partez sur le côté, vous remettez la sécurité et vous allez au résultat, ce qu'on appelle aller au résultat, et vous regardez si votre tir a fait but ou pas, s'il y a un début de descente de la part du ballon ou pas. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous demandez l'autorisation de refaire une attaque et vous recommencez jusqu'à ce que l'effet militaire souhaité soit atteint. Vous dites demander l'autorisation, ça veut dire que, en dépit de l'ordre général d'abattre l'avion, le moment même où on tire sur le ballon, en l'occurrence, on redemande une autorisation.
De manière générale, chaque cas de tir est un petit peu restreint. Mais par exemple, moi, j'ai fait la guerre en Irak. En Irak, il fallait demander l'autorisation aux forces spéciales au sol pour pouvoir tirer l'armement. Quand on met en œuvre de l'armement, on est rarement seul. C'est souvent un travail d'équipe pour du tir au sol, avec les forces spéciales au sol. Dans le cas d'un tir avec le ballon, avec les contrôleurs aériens de la zone, qui vont s'assurer que la zone est bien claire de tout civil qui pourrait être impacté par notre mise en œuvre de l'armement. Donc c'est toujours un travail d'équipe, il faut avoir ce go, cette autorisation qui peut être retirée s'il y a un avion qui arrive dans la zone ou un bateau qui rentre dans la zone. Donc avant de tirer, en temps de paix comme ça, on n'est pas à la minute près, la sécurité prévaut sur le reste. S'il faut attendre, on attend, mais c'est toujours en coordination, d'où l'importance des communications pour les militaires. Alors, vous avez dû vivre des situations de stress plus grandes parce que tirer sur un avion qui, lui, peut vous tirer dessus, j'imagine que c'est plus fort qu'un ballon. Mais est-ce qu'il y a même là, il y a un stress particulier pour le pilote, en l'occurrence? Vous avez le stress de la mission. C'est-à-dire que vous ne voulez pas décevoir le décideur, décevoir votre unité et ne pas réaliser la mission. Souvent chez les militaires, ce sens de la mission est très important. Vous avez même souvent des patchs qui sont portés par certains pilotes ou certains militaires, la mort avant le déshonneur. On vous confie une mission, la nation vous a formé et a investi en vous pour réaliser cette mission. Les mécaniciens vous ont donné des avions qui fonctionnent. Et c'est vous le dernier maillon de la chaîne, c'est vous qui appuyez sur le bouton. Vous ne voulez pas décevoir toute cette chaîne. Moi, j'aime bien l'image un petit peu de l'iceberg. Le pilote de chasse, dans ce cas-là, il est tout en haut de l'iceberg, mais il peut aller faire sa passe de tir et détruire cet aéronef dans l'espace aérien de la nation que si tout le reste de l'iceberg est là et le soutient, et vous ne voulez pas décevoir le reste de l'iceberg. Pierre-Henri Chuet, vous êtes vraiment passionnant à entendre. Restez bien avec nous. Là, cette procédure, on apprend à l'instant que l'espace aérien est à nouveau ouvert au-dessus de la Caroline du Nord, Caroline du Sud. Il y a une procédure des États-Unis qui est suivie très exactement. Il y a presque une forme d'humiliation de la Chine, c'est-à-dire que tout est fait pour bien montrer que un problème s'est posé, qu'il a été résolu au détriment de la Chine qui violait l'espace aérien américain. Le décideur chinois qui a pris la décision d'envoyer ces ballons espions, probablement a pris une décision lourde de conséquences, et elle sera lourde de conséquences pour lui. En ce qui concerne le voyage de M. Blinken, je pense qu'il va être différé pour une assez longue période. Il est à peu près exclu que dans les prochaines semaines, M. Blinken se rende à Pékin, me semble-t-il. Quand vous dites le décideur chinois, est-ce que ça a pu monter, personne ne le sait évidemment, mais si on fait une probabilité politique jusqu'à Xi Jinping? C'est ça la question, justement, on ne le sait pas, parce que il se peut très bien que les services de renseignement aient pris une décision couverte par un échelon intermédiaire, qui peut être d'ailleurs un échelon du parti, puisqu'il y a une confusion entre le parti et l'appareil d'État. Et on n'aimerait pas être à sa place, disons, pour dire les choses. Et je pense qu'en effet, il passe des heures difficiles. En effet, c'était une décision pour le moins aventureuse, ce qui s'est produit était en effet prévisible en réalité. Les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de descendre ce ballon. D'autant plus que c'est très dangereux, parce que c'est un ballon espion. Mais on pourrait imaginer un ballon avec une bombe, évidemment. Général? Alors, juste un point sur la question que vous posiez à propos de l'ordre de tir. Il faut bien voir qu'il y a toute une chaîne qui est en route. Le pilote, lui, il a une vue restreinte sur la cible et sur son avion. Et il faut avoir une vue globale, comme le disait tout à l'heure l'ancien pilote de Rafale. Au sol, que se passe-t-il? Dans l'air, que se passe-t-il? Etc. Et c'est pour ça qu'on attend au dernier moment l'ordre de tir, parce que le pilote, lui, il est concentré sur son objectif, avec son arme. C'est sa mission qu'il doit remplir. Mais autour, il se passe beaucoup de choses et il ne voit pas forcément tout. Et donc, c'est l'environnement en troisième dimension et même au sol qui doit lui donner l'autorisation. Pierre-Henri Chuet, la dimension politique d'abattre l'aéronef d'une puissance ennemie. Alors vous avez été à la guerre face à un ennemi déclaré, donc la question ne se pose pas vraiment, mais est-ce que ça vous est arrivé d'être à cette limite-là, où on est face à un aéronef ennemi, et donc là, le fait de l'abattre ou le fait qu'il y ait une menace, typiquement quand il y a des opérations de contrôle où on repère certains aéronefs d'autres puissances au-dessus de la France, il faut les repousser vers la frontière? Oui, alors, abattre, non. Pour tout vous dire, c'était début 2016, je me suis retrouvé à intercepter un drone iranien, lors une période de crise entre les États-Unis et l'Iran, suite à une prise d'otage de marins américains dans le golfe Persique. Hem
En définitive, moi j'étais un pilote français dans un avion français, en contrôle radio avec une frégate anglaise, avec pour mission de protéger le porte-avions américain qui était dans le Golfe. Ce qu'on fait des fois dans l'interallié, c'est des cas un peu compliqués. Et là, justement, ce qui est très intéressant, c'est le process décisionnel. Donc, je me retrouve à intercepter avec mon leader un drone iranien qui faisait cap vers le porte-avions américain. Et on se retrouve dans un cas où vous êtes français, vous n'avez pas de crise directe à ce moment-là avec l'Iran. Les États-Unis ont une crise directe. Vous devez être le garant de la sécurité du porte-avions américain. En tout cas, c'est prévu comme ça sur les papiers. Et dans quel cas est-ce que vous ouvrez le feu, ouvrez pas le feu? C'est ce qui rend le métier de militaire et les règles d'engagement extrêmement compliquées. Et comme disait le général, c'est pour ça qu'on a également besoin d'état-major et de toute cette chaîne pour pouvoir prendre du recul et apporter les bonnes consignes au bon moment aux pilotes. Parce que c'est pas moi tout seul en patrouille à côté d'un drone iranien qui n'ait aucune vision sur la prise d'otage, toutes ces choses-là, qui va pouvoir décider au bon moment. Et il est important en tant que militaire de ne pas faire d'escalade au mauvais moment. Pierre-Henri Chuet, je vous interromps, regardez l'image avec nous. C'est l'image évidemment que nous attendions pour bien voir ce qui se passe. C'est le moment M où le ballon est abattu par la chasse américaine. Je ne sais pas si là où vous êtes, vous pouvez voir avec nous cette image que vous allez pouvoir commenter avec nous. C'est le moment précis donc où les États-Unis d'Amérique abattent le ballon espion chinois. Voilà l'explosion. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une explosion. Hein. Il n'est pas peu à peu dégonflé. Les deux hypothèses existaient. Là, il y a une explosion du ballon. Je ne sais pas si vous voyez l'image, Monsieur Chuet. Oui, alors intéressant. Là, on voit la traînée en dessous. Donc, on voit qu'il y a un avion de chasse qui est en dessous, mais en décalage d'altitude. On voit qu'il y a eu cette explosion nette. Au niveau de la qualité d'image, j'ai pas réussi à voir si on voyait arriver un missile, mais je pense qu'au vu de ces images, ça sera possible derrière de voir. Mais au moins, il y a une explosion nette, soit due à un impact d'une charge militaire, soit due au moment de l'impact avec des obus. Donc là, au vu des images, je saurais pas vous dire. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que en langage militaire, c'est mission effectuée. Expliquez-nous bien là ce qui se passe, c'est-à-dire là on voit le ballon intact. Vous disiez tout à l'heure que la probabilité c'est que ça a été tiré au canon. On verra les précisions qui vont nous arriver, mais si c'est le cas, voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement là dans la seconde qu'on vient de voir? Là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'enveloppe qui permet de suspendre. Ah, on voit l'avion de chasse en dessous. Très honnêtement, là, ça peut être les deux. C'est-à-dire que soit ça pourrait être du canon, au vu de la géométrie, soit ça pourrait être du missile. En état comme ça, je ne saurais pas vous répondre. Les deux sont possibles. Néanmoins, le point intéressant, encore une fois, c'est de voir que le delta Z, comme on dit, la différentielle d'altitude entre la hauteur du ballon et l'avion de chasse n'a pas l'air énorme. Et donc, puisque l'avion est au traîné, c'est-à-dire qu'il fait ses traînées, je suppute en fait que le ballon n'était peut-être pas si haut que ça, et donc était peut-être dans l'espace aérien contrôlé américain. Ça, c'est un point il va falloir voir s'il y a des déclarations américaines de ce côté-là, parce que vous voyez qu'il y a ces traînées derrière l'avion de chasse. Ces traînées ne se font pas à très 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 haute altitude. Ça va être un point intéressant. À quelle vitesse va l'avion à ce moment-là? Là, il est à peu près probablement autour des Mach 0,9, 90% de la vitesse du son. C'est-à-dire en km/h, pardon, parce que... Km/h, il va être sur les 1100 km/h, légèrement plus vite qu'un avion de ligne, mais il n'y a pas besoin d'être à des vitesses supersoniques à ce moment-là. Un avion de chasse, c'est pensé pour très bien réagir à 90% de la vitesse du son, donc 1200 km/h, ça fonctionne très très bien, et ça consomme pas trop de pétrole à ce moment-là, donc c'est idéal. Les officiels américains donnent des précisions à l'instant. D'abord, c'est le ministère de la Défense américain qui confirme formellement ce qui a été fait, violation de l'espace aérien des États-Unis, donc le ballon a été abattu. Le président des États-Unis, Joe Biden, donne des précisions importantes qui rejoignent exactement ce que vous disiez, Pierre-Henri Chuet. La décision aurait été prise déjà mercredi d'abattre le ballon, pardon. Et dit le président américain, les États-Unis ont attendu que les circonstances de sécurité soient optimales et que le ballon soit en dessus de l'océan et donc que les risques de retombées, de dégâts au sol soient minimisés. Pierre-Henri Chuet, ça vous paraît crédible comme scénario, décision mercredi pour le tir vendredi? Ça me paraît cohérent dans la mesure où, vous voyez, au moment de l'impact, il y a quand même des risques des débris, il y a des risques que ça tombe. Ça peut être dangereux pour la population, et un des devoirs de la nation, c'est de protéger ses citoyens. Donc ça me paraît complètement cohérent. Au vu des rejeux de l'image,
On voit au moment de l'explosion, il y a une petite explosion qui se fait, mais en l'état actuel comme ça, c'est difficile de dire si c'est dû à la déflation, si on peut dire, du ballon ou si c'est dû à l'explosion d'une charge militaire. Les missiles ont des petites charges militaires de l'ordre de quelques kilos et au moment où elles impactent, forcément, ça fait des défragrations comme ça. Comment, Mais ce qui est sûr, c'est que là, au niveau, ils devraient quand même pouvoir récupérer des petits morceaux, donc on devrait en apprendre plus. question vraiment de Béotien, mais vous disiez que l'avion vole à 1000 km/h. Comment est-ce qu'on tire au canon de manière exacte à cette vitesse-là? On s'entraîne. On s'entraîne et c'est tout simplement de l'entraînement. Ce qu'il faut voir, c'est que ça reste des vitesses pour lesquelles un cerveau et un œil habitués arrivent à prendre des décisions. Oui, c'est beaucoup plus vite qu'une voiture sur l'autoroute, mais avec le niveau d'entraînement, je vous rappelle que la norme OTAN pour les pilotes de chasse, c'est un minimum de 180 heures d'entraînement par an. Eh bien, ça vous amène à un niveau de performance avec votre machine qui fait que vous arrivez à ajuster le tir. Et je dois avouer que là, la cible est quand même assez grosse. Donc ça, je pense qu'ils auraient été déçus de couper. Restez avec nous, Pierre-Henri Chuet, le pilote, le général Trinquant, l'ambassadeur Blanche-Maison, et tout de suite la déclaration du président des États-Unis, Joe Biden, moment crucial de sa présidence, l'homme qui a donné l'ordre d'abattre le ballon espion chinois dans le ciel des États-Unis. Écoutez-le. Mercredi, lorsque l'on m'a parlé du ballon, j'ai dit que je voulais que ce ballon soit abattu aussi rapidement que possible. Nous avons décidé, sans que cela ne cause de dégâts à qui que ce soit à terre, et nous avons décidé que le meilleur moment de le faire, c'était au-delà de la limite des eaux territoriales. Nous avons réussi à abattre cet avion et je voudrais féliciter nos aviateurs et ceux qui ont abattu ce ballon, et je vous donnerai davantage d'informations par la suite. Vous avez dit que les recommandations venaient de la sécurité nationale. Oui, je leur ai dit qu'il fallait l'abattre mercredi. Et ils vous ont dit qu'il fallait attendre pour que ce ballon se trouve dans l'endroit le plus sûr possible. Ambassadeur Blanche-Maison, on a là une crise majeure, il faut bien prendre la mesure de ça, entre deux superpuissances. Ce n'est pas du tout un acte, marginal. On a le prétexte, peut-être, est relativement secondaire, c'est pas il n'y a pas de grandes conséquences, mais l'acte de crise est immense. Oui, enfin, il faut quand même relativiser. Il n'y a pas mort d'homme. Ça n'est pas un avion qu'on a descendu. C'est un ballon espion. C'est très grave, naturellement, sur le plan politique. Mais, encore une fois, il n'y a pas mort d'homme et c'est un petit peu différent du cas d'un avion abattu. On va voir comment les Chinois réagissent. Ils vont naturellement protester vigoureusement. Ils vont sans doute prendre des mesures. Mais quelles mesures peuvent-ils prendre ? Ils vont demander des explications, mais probablement que, comme ils sont totalement dans leur tort, ça ne pourra pas aller très loin. Donc, il y aura évidemment un refroidissement des relations entre les deux pays pendant un certain temps. Blinken attendra quelques mois pour faire son voyage à Pékin. Et puis voilà. Alors, je pense que la réponse du président américain est extrêmement intéressante pour les Américains. C'est un homme de décision. Mercredi, j'ai pris la décision. Et ensuite, ils ont déroulé et ils m'ont dit, ça ne peut être fait qu'à ce moment-là. Mais lui a pris la décision très tôt. C'est pour démontrer aux Américains que le chef est en charge et qu'il sait prendre des décisions, parce qu'on sait la critique qui est faite en permanence envers le président Biden. Donc voilà. On va voir ce que les Chinois vont dire, mais je rappelle que quand le ballon est apparu, les Chinois ont commencé par dire que c'était de la propagande américaine, qu'il n'existait pas. Ou après que c'était un ballon météo. Voilà, et un ballon météo. Donc je pense qu'ils vont avoir un peu de mal, et le mieux serait peut-être de se taire, en fait. Pierre-Henri Chuet, vous avez le regard du pilote, l'ancien pilote de Rafale. Vous pouvez vous mettre à la place du pilote qui fait ça, qui est en train de tirer là sur ce ballon au milieu d'une crise majeure entre les deux premières puissances de la Terre. Si on suit le plan que vient de donner Joe Biden, décision mercredi, tir maintenant, là, tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment la chaîne de commandement a suivi cet ordre, le premier ordre présidentiel, jusqu'à ce moment-là? Comment on peut la reconstituer? Donc là, si on peut la reconstituer, on a détection du ballon, derrière décision
identification visuelle grâce à des avions qui l'accompagnent. Ils rendent compte, ils montrent des photos, hein, les pilotes de chasse peuvent s'approcher et faire des photos. À partir de là, le président Biden dit: vous allez le détruire en minimisant les risques pour la population au sol. Point intéressant, il a précisé que la destruction a eu lieu au-delà des eaux territoriales. Donc on n'était plus dans l'espace souverain américain à ce moment-là. Je pense que c'est un point intéressant à noter, à plus de 20 km des côtes. Et les Américains préparent donc, regardent la météo, essayent d'estimer la trajectoire que va suivre le ballon, anticipent en créant une zone dans laquelle ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle le blanchiment, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de navire, qu'il n'y ait pas d'avion à cet endroit-là, restreindre en fait l'espace aérien à cet endroit-là. Le ballon arrive dans l'espace aérien, les avions sont prêts, les avions sont armés, les pilotes ont réfléchi à comment mettre en œuvre leur armement en fonction de l'altitude du ballon à ce moment-là. Et la décision tombe, les conditions météo sont bonnes, les équipes au sol sont prêtes pour récupérer le ballon. Je pense que c'était un point important également. Il y a sûrement des vedettes, des frégates au sol pour récupérer des morceaux. Tous les acteurs sont briefés, sont bien présents sur place, tous les voyants sont au vert, la décision tombe et le pilote, lui, fait sa passe de tir, comme il l'a peut-être même répété au simulateur en amont, parce que maintenant on a des simulateurs de très grande précision, et sur un cas comme ça, avec tout le monde qui regarde, je pense que pour optimiser les chances, ils se sont entraînés au simulateur de vol, ils avaient plusieurs jours de manière à être parfaitement prêts pour accomplir la mission, mais également anticiper des cas pas prévus et qui ne se sont pas déroulés. Est-ce que le matériel abattu est encore utilisable? La chute, là, si c'est effectivement à 20 km de hauteur, là, les caméras, les systèmes d'écoute, les systèmes de surveillance qui étaient sous le ballon ont fait une chute de 20 km, apparemment dans l'océan. C'est bien ça? C'est bien ce que j'ai compris. Est-ce que c'est récupérable pour les Américains? J'imagine que ça les intéresse au plus haut point. Moi, je pense que le fait que ça soit 20 km d'altitude n'a pas grand impact sur la vitesse de chute. C'est-à-dire que ça va accélérer, ça va atteindre une certaine vitesse. En se rapprochant des basses couches, l'air est plus dense, il y a plus de frottement, ça atteint une certaine vitesse et ça impacte l'eau presque peut-être à la même vitesse que si la chute était de 3 km. Donc à partir de là, moi, je pense, en tout cas c'est ma conviction, que des morceaux vont pouvoir être récupérés et que ça pourra quand même donner une certaine idée aux Américains du type de senseur qui était embarqué. Je crois que les déclarations précédentes étaient que ça fait la taille de 3 bus, donc il y a quand même pas mal de pièces à récupérer. Et je fais confiance aux Américains pour faire du reverse intelligence, si on peut dire, pour faire de l'intelligence contre ceux qui essaient de faire de l'intelligence contre eux et avoir mis en place un système pour récupérer autant de morceaux que possible. Alors, Pierre-Henri Chuet, restez encore avec nous, s'il vous plaît. Nous avons pas